Richter. Bonjour. Bonjour. Voilà. Alors, vous êtes Chief Sales and Marketing Officer de Light and Shadows, une société fournisseur de services et éditeur de logiciels spécialiste des technologies 3D pour le marketing, notamment tout ce qui est mise en valeur de produits et services, contenu, images et vidéos, applications de merchandising, et pour l'industrie 4.0, notamment tout ce qui est optimisation des processus industriels. Eh bien, du coup, je vous propose de commencer, Jordan. Merci beaucoup, Natacha. Oui, Jordan Richter, directeur marketing et commercial de Light Shadows. Ça a bien été très, très bien résumé, un petit peu le panel des différentes solutions que Light Shadows peut proposer. On est vraiment à la fois sur du marketing, on vient mettre en valeur des produits ou des services. On a fait quelques projets, notamment sur, par exemple, le merchandising des magasins duty free de Dior. Et donc, on permet un merchandiser, par exemple, de venir construire un petit peu son customer journey dans son magasin et de le tester en fait en réalité virtuelle, de le finir et de l'envoyer, mais aussi sur l'industrie 4.0 et c'est là-dessus qu'on va un petit peu se concentrer aujourd'hui et surtout la partie apprendre et notamment l'impact en fait que peut avoir ou que peuvent avoir les technologies comme la réalité virtuelle et la réalité augmentée sur l'apprentissage. Il faut savoir aujourd'hui que la réalité virtuelle, la réalité augmentée deviennent je vais pas dire encore incontournables, mais deviennent dans les usages des entreprises, notamment pour la formation. En 2020, j'ai une petite statistique de Tech Republic. 26% des entreprises au global, donc dans le monde entier, ont utilisé une fois au moins de la VR pour la formation. Euh, alors, pourquoi utiliser la réalité virtuelle ou la réalité augmentée? J'ai quelques arguments et l'argument principal, c'est surtout une amélioration de l'apprentissage. Faut savoir que si on regarde les pyramides de l'apprentissage, le taux de rétention de l'information quand on assiste par exemple à une masterclass ou à un cours magistral, c'est 5%. Par la lecture, la rétention de l'information, c'est 10%. Et dans l'audiovisuel, enfin, avec quelque chose de plus interactif, on passe à 20%. Et théoriquement, certains scientifiques disent qu'avec la réalité virtuelle, on atteint jusqu'à 75% de taux de rétention de l'information et de la formation. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on fait de la formation en VR, on vient simuler et on vient apprendre et on vient faire. Et c'est vrai que c'est le learning by doing d'excellence, j'ai envie de dire, puisqu'on peut tout faire sans prendre de risques. Donc, tout d'abord, c'est vraiment l'amélioration de l'apprentissage avec des situations qui sont simulées, mais qui sont du coup très proches aux conditions réelles, parce qu'on est vraiment capable d'approcher en fait un réalisme et quelque chose d'immersif. Je vais peut-être partager très rapidement mon écran et montrer une vidéo d'un projet qu'on a fait en collaboration avec plusieurs instituts pour un projet européen qui s'appelait UIT Manufacturing. Là, on est vraiment dans le contexte industriel. Le projet s'appelle V-Machina et l'idée, c'est de fournir des scénarios d'apprentissage en réalité virtuelle pour apprendre à maîtriser certaines machines. Euh, donc là, on voit qu'on a un environnement 3D, on a un avatar de la personne qui est créé. Donc quand la personne met un masque de réalité virtuelle, elle devient cet avatar. Et donc, du coup, on peut effectuer des actions en temps réel qui peuvent avoir, du coup, un vrai impact, en fait, hein, dans la simulation. On voit que en appuyant sur tel ou tel bouton, la machine se met en place. On vient donner les indications en temps réel à la personne. Donc, on a une formation qui est très, très, très autonome. On vient lui dire quelles sont les prochaines étapes de la formation
et on vient maîtriser tout ça et on vient, j'ai envie de dire aussi, avoir un feedback, un vrai feedback de est-ce que la personne a réussi toutes les tâches, est-ce qu'elle les a fait dans le bon ordre, est-ce qu'elle a fait les tâches dans le temps qui lui était imparti, on peut évidemment mesurer. Donc il y a tout un tas de KPI qu'on peut mettre en place dans une formation en réalité virtuelle qui permet justement d'évaluer en fait un apprenant et donc d'indiquer en fait ce qu'il fait. Euh, ce que je voulais rajouter sur la partie amélioration de l'apprentissage, je parle donc du coup de conditions réelles. Je parle aussi du coup d'enlever la partie danger. Il y a beaucoup dans l'industrie, beaucoup de machines qui sont dangereuses à maîtriser, à contrôler, pour tout un tas de raisons, parce qu'il y a des robots qui sont beaucoup plus puissants, beaucoup plus rapides que les humains. Donc, un impact avec un robot peut être très rapidement dangereux. On maîtrise des outils qui sont coupants. Il y a des scies, par exemple. Mais on travaille aussi avec des secteurs d'activité qui sont encore plus dangereux, j'ai envie de dire, comme le nucléaire. Euh, on a mis, par exemple, Light and Shadows en place une espèce de serious game avec une école qui s'appelle l'INSTN, donc qui forme des ingénieurs nucléaires. Et on est capable aujourd'hui, suite au démantèlement en fait d'un des réacteurs à Saclay dans la banlieue parisienne, on est venu en fait répliquer l'environnement de la piscine où il y avait le réacteur et sur une expérience du coup immersive qui se joue en groupe. Un professeur vient avec 4 ou 5 élèves. Ils portent tous des sacs à dos avec un PC dans le dos, un casque sur les yeux. Ils sont immergés dans cet espace avec une fosse du coup piscine. Et en fait, les actions que vont pouvoir faire ces étudiants dans cet environnement virtuel vont avoir un effet direct en temps réel. Donc, par exemple, contrôler un panneau, enfin le panneau de contrôle du réacteur va pouvoir peut-être déclencher une réaction physique tout simplement qui va pouvoir être constatable par les étudiants. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre les gens en situation réelle et on peut y rajouter une dose de stress, une notion de mise en situation réelle. Tout en enlevant la partie dangereuse. Donc, c'est vraiment un des avantages du coup de la réalité virtuelle. Je vais partager une deuxième vidéo euh, qui vient montrer effectivement l'importance de l'immersion dans la réalité virtuelle. On va plus loin en fait que seulement le casque. L'idée, c'est vraiment ici, par exemple, dans cet outil de formation à la peinture industrielle, c'est vraiment de venir connecter la personne et de rendre son expérience de formation la plus immersive possible. Euh, Apprendre à un peintre à faire de la peinture industrielle avec une manette de jeu vidéo, ça a certes un intérêt, mais si on arrive à le faire avec le vrai pistolet de peinture, et c'est ce qu'on est venu faire ici dans ce c'est notre formation, on vient renforcer en fait cette immersion et renforcer cette sensation, et on permet du coup de vraiment immerger l'apprenant dans quelque chose de en fait plus réel que virtuel au final. Donc là, vous pouvez voir sur ces images, on vient contrôler en fait la trajectoire et on peut indiquer quelle est la bonne trajectoire à prendre. On vient de définir quelle est la quantité de peinture à déposer. Donc on a une carte de chaleur qui va indiquer si ça s'affiche en vert, j'ai mis la bonne quantité de peinture. Si ça s'affiche en rouge, il y en a trop. En bleu, pas assez. Je peux observer du coup mes métriques en temps réel. Et d'ailleurs, le professeur à côté, parce qu'on ne remplace pas non plus cet apprentissage avec un vrai professeur, lui pourra du coup évaluer la progression de ses apprenants grâce à ces métriques. Un deuxième gros avantage de l'apprentissage, par exemple, de ce type de formation, c'est les économies.
Pourquoi des économies? On est aujourd'hui sur, par exemple, sur ce type de formation, des économies en termes de peinture et en termes de tôle. Pourquoi? Parce qu'une formation dans des conditions réelles va consommer de la peinture, va consommer des matériaux sur lesquels on doit peindre. Et bien ici, on peut s'entraîner autant qu'on veut en réalité virtuelle sans avoir à dépenser quelque chose pour la peinture ou pour des matériaux. Il y a un petit côté, si je poussais un petit peu le bouchon, éco-friendly, parce qu'effectivement, on dépense moins. Et donc, c'est ça qui devient aussi intéressant. On réduit aussi le temps de formation parce que ces formations-là peuvent se faire de chez soi, mais il y a une réduction du temps de formation parce qu'on apprend beaucoup plus rapidement en réalité virtuelle. On diminue aussi éventuellement le nombre de formateurs. On peut effectivement faire cette formation de manière autonome, comme je le disais. Attention, je suis pas en train de dire qu'on va remplacer totalement les formateurs et les vraies expériences, parce que l'étape d'après, après s'être entraîné à la peinture sur une voiture virtuelle, l'étape suivante, c'est vraiment du coup d'aller chercher pardon, le, d'aller chercher justement la vraie expérience en réel, et donc de peindre aujourd'hui là-dessus. Euh, Dernier petit point, on est sur quelque chose où on peut faire de l'apprentissage à distance, et en pleine pandémie, on est sur des sujets qui du coup ont de la valeur. On peut faire ces scénarios d'apprentissage de chez soi. Et ça, c'est un des autres avantages de la réalité virtuelle. On n'a plus besoin d'un espace attribué à la formation, puisqu'on peut amener en fait l'espace de formation à soi. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, justement en condition on fait des réunions à distance. Et ben maintenant, on peut aussi faire de la formation à distance. J'ai vu Ok. qu'il y avait Une une question, si question. vous voulez répondre peut-être avant qu'on donne la parole à Tout Clément. à fait. Ouais, du coup, Aujourd'hui, quelle est la répartition des voilà. secteurs que vous touchez? Euh, En fait, on touche vraiment, vraiment beaucoup de secteurs. J'ai pas de chiffres très précis à vous donner, mais on va faire, on va agir dans des secteurs comme l'automobile, comme l'aérospatial, comme l'aéronautique. On va aussi avoir des formations sur de la peinture, sur de l'artisanat. On travaille avec un outil notamment de formation à la charpenterie. Voilà, tout ce genre de choses. On peut toucher tout type de secteur à partir du moment où on sait vraiment quelle est la formation que l'on veut donner. Et c'est toute la beauté de la formation en réalité virtuelle. Voilà. Merci Bah, Jordan merci pour beaucoup. votre talk. Et du coup, on peut donner la parole à Clément. Bonjour Clément. Oui, je vous Bonjour ai Natacha. présenté quand vous n'étiez pas encore là. Je vous ai déjà présenté, donc la parole est à vous. Merci beaucoup Natacha. Est-ce que vous me voyez? Oui? Oui, oui, on vous voit très bien. Super. Euh, Moi aujourd'hui, je vais vous parler en un temps très limité. Je vais vous parler du métaverse. Vous avez dû en entendre beaucoup parler ces derniers mois, et en particulier du métaverse professionnel, du métaverse d'entreprise. Et surtout, vous parlez de la science, c'est-à-dire des sciences cognitives derrière cette idée de métaverse. Mais avant de commencer, donc, je suis Clément Merville, je suis président fondateur de Manzalab, que j'ai créé en 2010, après pas mal d'années dans l'industrie du jeu vidéo, donc avec cette idée d'apporter les technologies, les savoir-faire du monde du jeu vidéo au monde professionnel, au monde de l'entreprise. Et ça a pris la forme beaucoup de serious games, c'est-à-dire d'objets numériques de formation sous forme de jeux,
Et très vite, nous sommes devenus des experts en réalité virtuelle. Et donc, le sujet qui nous amène aujourd'hui. Donc, après plus de 10 ans d'expérience, on a quand même travaillé, puisque c'était une des questions sur la présentation précédente, on a quand même travaillé avec plus de 150 clients, dont les 3/4 du CAC 40, et beaucoup d'institutions allant de l'éducation nationale à l'armée, et pas mal de boîtes internationales aussi, comme Accenture. Dans le domaine plus spécifique, on va dire du luxe ou de la mode, on travaille avec Dior, avec LVMH ou encore avec Hermès. Même si c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec des banques, des industries comme pharmaceutiques et autres opérateurs telco. La réalité virtuelle chez nous est devenue notre spécialité pour mettre plusieurs personnes dans la même réalité virtuelle. Et donc là, on a fait de très belles expériences, que ce soit avec la SNCF ou encore Polytechnique. Et à force de mettre de nombreuses personnes, souvent pour apprendre dans la même réalité virtuelle, on a créé une solution d'événements virtuels qu'on appelle TeamU. TeamU voulant dire We Meet écrit à l'envers, donc ça s'écrit T2EMEW. Et c'est cette solution que nous sommes en train de transformer aujourd'hui en métaverse. D'où le sujet du jour, le métaverse. Qu'est-ce que c'est déjà ? Et ensuite, on pourra se poser la question de à quoi ça sert et surtout, quelle est la science derrière. Donc, le métaverse, vous avez forcément, j'imagine, toutes et tous, entendu l'offensive communicationnelle de Facebook tous azimuts depuis cet été, donc jusqu'au changement de nom de la holding de Facebook en Meta. Et qui a donné lieu d'ailleurs à des répliques, des sortes de secousses sismiques avec Microsoft pour montrer que tous les géants du secteur se positionnent sur le métaverse. Alors, métaverse, déjà, tout simplement, le mot, le sens, méta, ça veut dire au-dessus, qui englobe, et verse, c'est pour universe. Donc, c'est méta-universe. Donc, c'est un environnement numérique qui englobe tous les autres environnements numériques. Environnement numérique 3D avec des avatars. Voilà, un monde virtuel qui englobe tous les autres mondes virtuels. Alors, ça, c'est la vraie définition, telle que l'écrivain de science-fiction l'a conçue dans les années 90, mais telle que ça n'existe pas du tout aujourd'hui. C'est donc la destination, la vision de Mark Zuckerberg, de Facebook, pour dire un jour, je vais gagner la guerre des mondes virtuels et je serai au-dessus de tout le monde, je serai en position dominante. D'ici là, aujourd'hui, donc, on a une définition acceptée par tout le monde. Un métaverse, c'est tout simplement un monde virtuel 3D, donc persistant. Donc, persistant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire permanent, présent tout le temps et qui devient donc une destination où on peut y aller quand on le souhaite et c'est l'autre point qui est quasiment inclus dans la définition, sans y être, où je retrouverai toujours du monde, des personnes. Parce que faire un monde virtuel persistant, tout le monde peut en faire. Il suffit d'allumer des serveurs et de mettre un peu de 3D dedans. Mais ça ne devient réellement un métaverse qu'à partir du moment où du monde s'y retrouve. Alors, dans la vision de Facebook, donc de Meta, on parle quasi exclusivement de casques de réalité virtuelle. Parce que, bien évidemment, vous le savez certainement, les principaux casques de réalité virtuelle sont de la marque Oculus, qui est en réalité
la marque Facebook. Facebook a racheté en 2014 donc, Oculus pour 2 milliards de dollars, avec déjà à l'époque cette vision, cette direction de devenir le champion du futur métaverse. Alors pour celles et ceux qui ont vu Ready Player One, le film de Spielberg, pas le dernier film, hein, puisqu'il y en a un qui vient de sortir, mais celui d'avant, Ready Player One, qui est issu d'un livre qui a été écrit en 2011, eh bien, en fait, c'est quasiment la bande-annonce, quasiment la publicité du métaverse tel que Zuckerberg l'imagine. Et pourquoi? Parce que tout simplement, l'écrivain américain de Ready Player One est allé rencontrer Mark Zuckerberg en 2011, alors qu'il n'avait pas tout à fait fini d'écrire son bouquin, pour accorder les visions et pour pouvoir imaginer donc une vision commune. Alors, pour ceux qui connaissent l'univers, c'est quand même pas... c'est pas tout à fait rassurant, hein. Déjà, on est dans un monde pas apocalyptique, mais où finalement la réalité est tellement misérable et tellement horrible que l'essentiel de la population se réfugie dans cet univers virtuel, donc ce métaverse, pour s'échapper du monde réel et pour vivre finalement toutes sortes de jeux, d'activités sociales, mais très entertainment. Donc, c'est bien de ça dont on parle aujourd'hui. La vision qui nous est donnée du métaverse vue par Meta, donc par Facebook, est une vision déjà avec des casques de réalité virtuelle, alors que c'est prouvé, on peut très bien se projeter, être totalement immergé devant ce qu'on appelle, nous, un écran plat, c'est-à-dire devant notre écran d'ordinateur, mais en plus à une vision très majoritairement entertainment, comme une sorte de grand parc d'attractions pour réunir tous les adultes et jeunes adultes consentants de la planète. Alors nous, dans ma société, Manzalab, avec notre produit TeamU, on a une vision beaucoup plus corporate, beaucoup plus à destination des entreprises. Et notre vision, ben déjà, on part d'un constat, c'est que pour les gens qui travaillent, alors c'est pas tout le monde, mais pour ceux qui travaillent, on sait qu'on passe quand même la moitié de notre temps de veille au travail. Et donc, comment améliorer finalement notre rapport au travail aujourd'hui? Et il y a cette étude très marquante de Microsoft, qui est une étude publique qu'ils ont sortie le mois dernier. Ils ont interviewé plus de 60 000 de leurs salariés et ils ont synthétisé le résultat de leur étude en un concept de hybrid paradox. Donc, le paradoxe de l'hybride. Donc, hybride, c'est-à-dire le télétravail versus le travail au bureau. Et paradoxe, dans le sens où aujourd'hui, quasiment tout le monde veut plus de télétravail qu'avant. Et quoi qu'il arrive, les usages sont d'ores et déjà de plus de 2 fois plus de télétravail qu'avant la crise. Donc, quand on parle du monde d'après, eh bien, dans le monde du travail, on est déjà dans le monde d'après, hein, en ce moment, alors que la crise n'est pas finie, on le voit bien. Et donc, ça, c'est le côté hybrid. On veut plus de télétravail, le paradoxe. Et le paradoxe, c'est qu'en même temps, 70% des salariés veulent plus de relations humaines, de relations d'équipe au sein de leur entreprise, dans leur travail. Et donc, ce paradoxe se traduit par une statistique absolument terrifiante, qui est qu'aujourd'hui, 40% des salariés dans le monde veulent quitter leur boîte. Donc, c'est terrifiant en termes de risques sur toutes les entreprises, en termes d'implication, en termes de coûts induits. Et ça montre aussi tout ce que l'on perd quand on perd le sentiment d'appartenance, le sentiment, le team building, le sentiment d'être dans une équipe, le lien avec les collaborateurs, les collègues, tout ce qu'on perd en créativité et finalement en productivité.
Donc, le corporate metaverse, qu'est-ce que c'est finalement? C'est faire des bureaux virtuels permanents, hein, sinon ce n'est pas un métaverse, toujours accessible, toujours ouvert, et qui permettent de faire ce lien entre ceux qui travaillent à distance et ceux qui travaillent au bureau, dans un espace commun, virtuel certes, mais dans lequel on doit pouvoir retrouver des relations naturelles, humaines, telles qu'on les a normalement quand on va au bureau, c'est-à-dire avec tout l'informel, la machine à café, la radio moquette, même le lien dans les open space, les salles d'équipe, avec de la spontanéité, tout l'informel aussi que l'on a toujours quand on a une réunion en réel et que celle-ci se termine, on échange toujours quelques mots avec quelques personnes à la fin, d'ailleurs sur la réunion ou sur tout autre sujet. Et toutes ces choses-là, on les a totalement perdues avec notre monde du travail actuel qui est 100% en visioconférence. Et donc, quelle est la science derrière tout ça? Alors, dans ma société, Manza Lab, il y a Lab, et ça c'est important de le souligner, on investit environ 30% de nos ressources en R&D. Depuis la création, on a fait pas loin de 20 projets de recherche, que ce soit au niveau régional, national ou européen. Et l'essentiel de ces projets de recherche ont été ou s'appuient sur les sciences cognitives, avec également des doctorants en sciences cognitives au sein de Manza Lab. Et donc, le sujet pour vraiment sentir le métaverse, c'est le sujet, grâce à la 3D, d'être ensemble, de pouvoir partager un temps, un moment ensemble dans un lieu, un espace commun. Et ce sujet d'être ensemble, c'est en fait le sujet de la présence, c'est-à-dire du sentiment de présence qui doit être bien réel, mais dans un lieu virtuel. Et ça, c'est un sujet étudié par les sciences cognitives qui s'appelle la présence virtuelle. Et ce point-là se décline en 3 aspects sur lesquels on doit faire très attention pour recréer ce sentiment de présence virtuelle. Le premier, c'est le sentiment de présence de soi, c'est-à-dire l'incarnation, le sentiment que l'on a un corps dans le monde virtuel. Et ça passe bien évidemment par un avatar. Et les études neuroscientifiques ont montré que plus l'avatar nous ressemble, plus facilement et plus vite, on va s'incarner dans cet avatar. Donc, c'est pour ça que nous, dans notre solution TeamU, eh bien, on a un module qui, à partir d'une simple photo, donc 2D, un selfie, eh bien, on arrive à recréer un avatar 3D photoréaliste qui nous permet de nous reconnaître quand on se croise, etc. Puisque là, c'est le point de départ, c'est le sentiment de présence de soi. Alors, une toute petite parenthèse, il y a beaucoup d'études qui ont montré tous les bénéfices qu'on peut retirer d'un avatar qui ne nous ressemble pas. C'est tellement puissant, cette notion d'avatar et de virtualisation, qu'un avatar qui ne nous ressemble pas peut permettre de lutter contre les stéréotypes et donc d'aider, de promouvoir la diversité. On a fait de très beaux programmes pour Accenture, par exemple, où on luttait contre les stéréotypes pendant des promotions d'hommes ou de femmes. Et à la fin, tout ça en réalité virtuelle, à la fin, on se rendait compte que soi-même, par exemple, si on était un homme dans la vraie vie, eh bien, en réalité virtuelle, à ce moment-là, on était une femme. Et juste en 5 minutes, on a permis de changer la vision, l'état d'esprit de dizaines de managers dans toute la France et donc de réduire les cas de contestation par 5. Mais ça marche aussi, et de nombreuses études ont montré, pour lutter contre le racisme, contre les stéréotypes LGBT et contre le handicap. C'est donc très, très puissant. Mais là, pour ce qui nous intéresse,
pour ce sentiment d'être présent dans un lieu virtuel, eh bien, on a tout intérêt à faire des avatars qui nous ressemblent le plus possible. Le deuxième pilier, c'est le sentiment de présence spatiale. Et là, ça repose énormément sur la vision donc, nous, on travaille avec des designers d'espace, architectes et designers d'objets également, pour créer des lieux à la fois réalistes, crédibles en termes de proportions, mais aussi en termes d'agencement, de circulation, et également en termes de matériaux. Donc, tout doit concourir au sentiment de familiarité et doit nous aider à nous projeter dans un lieu qui n'est finalement que virtuel. Et ça, c'est quand même un point important et suffisamment faussement évident pour souligner que ça nous arrive régulièrement que des clients nous demandent de faire leur conférence, par exemple, sur Mars, puisque comme c'est virtuel, ben, c'est possible. En plus, on commence à avoir des images de Mars, donc pourquoi pas. Mais c'est l'exemple même de la fausse bonne idée. Donc, je dois être très pédagogue à ce moment-là pour redescendre sur Terre, si j'ose dire, et dire que ben, ça ne sert pas le propos de la conférence, puisque si on fait ça, l'essentiel des participants vont utiliser une grosse partie de leur capacité cognitive à s'imaginer sur Mars, alors que le sujet, c'est la conférence. Le troisième aspect, vous l'aurez certainement deviné, c'est le sentiment de co-présence virtuelle, c'est-à-dire le sentiment de présence des autres. C'est-à-dire que quand on croise des avatars dans notre monde 3D, on ne se dit pas ce sont des images qui bougent, on ne se dit pas ce sont des robots animés, non, on se dit ce sont de vraies personnes. C'est-à-dire que de la manière la plus simple et la plus naturelle du monde, je vais pouvoir interagir avec ces personnes juste en cliquant sur leur avatar et si elles l'acceptent, en leur parlant ou en chattant avec elles. Et quand on leur parle, eh bien, non seulement on doit, et c'est toute la difficulté, tout le challenge, recréer un maximum de communication non verbale, c'est-à-dire que notre bouche bouge en temps réel en fonction de ce qui se dit. Et aujourd'hui, avec le matériel actuel, comme on est dans un pays latin, quand nos avatars parlent, eh bien, on fait bouger les mains, mais pas encore comme la vraie personne fait bouger ses mains. Mais c'est déjà un signal important de telle personne est en train de parler. Ce que l'on perd totalement quand on a une réunion avec beaucoup de personnes en visioconférence. Des fois, on ne sait pas forcément qui parle. Alors, des fois, il y a des cadres, la personne est mise en valeur, etc. Mais c'est assez compliqué. Et alors, plus compliqué, on ne peut pas faire circuler la parole quand on est simplement des images à plat. Voilà. Donc, en spatialisant, eh bien, on se rend compte que, eh bien, on a effectivement plusieurs personnes autour de la table à qui on s'adresse. Point important également, on spatialise le son. C'est-à-dire que là, vous m'entendez tous en face de vous, alors que si nous étions une dizaine autour d'une table, eh bien, il y aurait ceux qui me parleraient à ma droite, dans mon oreille droite, et ceux à ma gauche. Et donc là, nous, comme on spatialise le son, c'est-à-dire que quand une personne parle, on sait, on repère, on sait naturellement qui est cette personne qui parle. Et donc, si ça vient de ma droite, naturellement, je vais me tourner vers cette personne et mon avatar va se tourner vers cette personne. Et donc, l'avatar de la personne qui parle va voir que mon avatar la regarde, donc va savoir que la communication est établie, qu'elle a capté mon attention. Voilà les éléments clés que je voulais souligner, la science, vraiment, en quelques mots, sur les sciences cognitives, sur le sentiment de présence qui, lui, doit être bien réel dans les mondes virtuels pour pouvoir
poser les premières briques, bases du métaverse. Alors, je suis allé très vite pour garder du temps pour les questions. Donc, à partir de maintenant, n'hésitez pas. Je regarde. Il n'y a pas encore de questions, en tout cas pour l'instant. Alors, je peux peut-être partager. Si je peux juste intervenir, Jordan. Clément, très rapidement. Oui, Jordan. Nous, alors, en tant que Light and Shadows, on a exposé dans TeamU à Virtuality il y a 1 an. Et je peux dire qu'on a fait cette expérience-là du métaverse, qui était déjà un premier métaverse, créé par Manzalab, qui a créé un événement virtuel. Chacun avait son stand, on avait un stand, on était plusieurs, on avait un avatar, on avait la possibilité de communiquer avec des gens. Et c'était clairement l'une des plus belles expériences que j'ai pu voir en termes d'univers et de réalisme en termes pour parler à des gens, surtout dans le cadre d'un événement, un salon en fait. On est là pour faire du business, donc se rencontrer. C'est vrai que ça nous a beaucoup manqué pendant 1 an, mais d'avoir eu Virtuality sur la plateforme de TeamU, c'était quand même quelque chose d'exceptionnel. Merci beaucoup, Jordan. Effectivement, j'essaye de ne pas trop parler de TeamU pour parler en termes plus génériques et fondamentaux et pas faire de placement produit. Mais c'est vrai qu'on avait fait de très beaux événements Virtuality, tu le cites. On a fait un très bel événement aussi pour Pôle emploi l'année dernière avec 15 000 inscrits, une centaine de sociétés ou d'écoles qui rencontraient ces demandeurs d'emploi pour leur faire passer des entretiens virtuels. Et quelques anecdotes amusantes, puisque vous l'avez compris, avec notre système d'avatar photoréaliste, eh bien, on avait des trolls, comme on les appelle sur Internet, des gens qui viennent un peu gâcher l'expérience des autres, et donc qui s'étaient déguisés en Hitler, en Ben Laden ou encore le Joker. Donc, qu'on était obligé d'expulser les uns après les autres. C'est dire à quel point le sentiment de présence peut être puissant. Là, je partage actuellement un concept art, c'est-à-dire une recherche conceptuelle pour le film Ready Player One. Donc, vous vous rappelez, la bande-annonce finalement du métaverse tel que Facebook l'imagine. Et donc là, on voit immédiatement qu'on n'est pas du tout dans le sentiment de présence. On est dans un monde irréaliste avec des interactions physiques. On voit que tout le monde plane, vole, ne sait plus quel est le sens, le haut du bas, etc. Donc, c'est peut-être, et pourquoi pas, très certainement une direction qui existera, mais on voit tout de suite que là, on se positionne à au moins 10 ans. C'est-à-dire que on a déjà des millions et des centaines de millions de personnes qui sont suffisamment aguerries dans les mondes virtuels pour pouvoir continuer à se sentir présent dans un univers où ni le design ni les lois physiques ne sont respectées. Donc, je pense que c'est important de le souligner. On part de là, quoi. Et là, c'est pour vous montrer que à gauche, on peut parler certes d'un métavers, c'est un environnement virtuel, mais si on est tout seul, bah, il ne se passe pas grand-chose. C'est assez loin d'un vrai métaverse. Tandis qu'à droite, on réunit des milliers de personnes. Et là, on peut commencer à parler de métaverse. Finalement, Second Life est certainement le premier vrai métaverse. Ici, sont des images de gamers, ne sont pas des acteurs, sont des images de gamers prises sur le vif qui montrent toute la puissance, tout le tunnel cognitif que peut générer de belles expériences interactives comme les jeux vidéo. Et qui montre que même avec un écran plat, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, on peut très bien avoir ce sentiment de présence, être totalement impliqué. Il n'y a pas nécessairement besoin d'un casque ou d'un masque de réalité virtuelle, même si, bien sûr, le masque de réalité virtuelle renforce.
Voilà. Alors ça, c'est une petite vision de notre création d'avatar dans TeamU. Comme je vous le disais, normalement, là, vous me reconnaissez, puisqu'à partir d'une simple photo, c'est d'ailleurs sur mon avatar que je me suis rendu compte, je ne m'en étais pas rendu compte avant, que ma moustache n'était pas de la même couleur que ma barbe, quoi. Et donc, voilà, ça permet en quelques secondes de personnaliser, d'avoir son avatar photoréaliste qui permet donc de croiser ses collègues et de les reconnaître, en fait, sans avoir à cliquer sur eux pour voir leur nom. Excusez-moi, Clément, on a une question justement. Oui. Est-ce que vous avez déjà une entreprise qui est dans le Metaverse Corporate? Est-ce que j'ai aujourd'hui une entreprise qui est dans le Metaverse Corporate? Alors, c'est une très bonne question. On travaille actuellement avec la BNP, dont une cellule innovation était vraiment innovante, puisque bien avant l'été, ils ont réfléchi et décidé de faire leur métaverse d'entreprise. Alors, la BNP, comme beaucoup d'entreprises, est 100% Microsoft. Donc, fort naturellement, ils se sont tournés vers Microsoft pour leur demander un métaverse d'entreprise. Et là, Microsoft a eu cette réponse que j'aime beaucoup. Elle leur a dit, non, nous, Microsoft, on ne sait pas faire, mais par contre, allez voir Manzala. Alors, c'est super, puisque aujourd'hui, non seulement on est en train de construire brique par brique, étape par étape, ce métaverse d'entreprise dédié pour la BNP, mais aussi, en parallèle, nous travaillons aujourd'hui en partenariat, main dans la main avec Microsoft, pour intégrer notre plateforme TeamU directement dans Teams. Donc, pour tous ceux qui utilisent Teams, ça veut dire que sans plus jamais avoir besoin d'installer ou de s'identifier ou quoi, une fois qu'on est dans Teams, avec une réunion Teams, avec un simple bouton, on pourra passer en mode 3D avec ces avatars qui nous ressemblent et transformer notre réunion d'équipe en réunion 3D et donc retrouver la possibilité de l'informel avant la réunion, après la réunion, de quitter la réunion, de voir d'autres personnes, d'aller sur la terrasse virtuelle ou la machine à café virtuelle, puis de s'asseoir à son bureau virtuel pour retrouver l'équipe avec un canal audio ouvert et donc retrouver la spontanéité. Donc, aujourd'hui, nous travaillons et avec Microsoft pour généraliser ces solutions de corporate metaverse et avec la BNP, mais aussi Dassault Systèmes ou Sopra Steria. Mais la BNP était les premiers, donc je leur redonne la primeur. Et là, pour vraiment faire quelque chose de dédié, avec des espaces dédiés pour eux, et également pour des environnements aussi sécurisés que ceux de la banque, pour que toute la solution fonctionne directement sur leur serveur. Ok, merci beaucoup Clément. On arrive à la fin du talk. Vous voulez rajouter un mot encore avant de finir? Non, alors là, je ne vois plus les questions, donc s'il y a d'autres questions… Non, là, c'est tout. C'était tout. D'accord. Voilà. Eh en bien, tout cas, quelqu'un a dit une petite remarque, on a l'impression d'être dans Matrix. Voilà. C'est le début, c'est le début. Voilà, c'est ça. Bon, gardons quand même les pieds un peu dans la réalité, comme vous avez dit, c'est important. Merci beaucoup en tout cas, Clément et Jordan, pour vos partages.